épuisé l'ordre du jour. On va passer donc aux questions orales. La première question est posée par Madame Camille Bedin et c'est Rachid Tayeb qui répond. Merci beaucoup. Alors, pardon, par avance, la question est un petit peu longue et technique. Je vais essayer de faire le plus court possible et elle porte sur la ressourcerie. Donc, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le 28 juin 2019, on se rappelle, vous aviez décidé de préempter le bien de la succession Novel-Catin, situé au 6-8 avenue de Rueil, pour la somme de 1 780 000 €, alors que la valeur de vente affichée, présentée par le notaire, était de 3 180 000 €, soit près de 56% de décote. Alors que la loi, si je ne m'abuse, comme d'habitude, vous autorise une variation maximale du prix de rachat à plus ou moins 10%. L'objectif de cette préemption, le disiez-vous, était de maintenir l'activité de l'association Le Cercle Ressourcerie, projet que vous savez éminemment écologique, culturel et social, salué par l'ensemble des acteurs de la ville et de l'agglomération plus largement. Devant ce fait, les héritiers Novel-Catin avaient évidemment fait appel en portant l'affaire devant le juge. Ce dernier a statué en leur faveur le 23 juillet 2020, arrêtant le prix à 2 942 744 €. Rappelons par ailleurs que le Cercle Ressourcerie avait fait savoir à plusieurs reprises aux propriétaires et à la commune son intention de se porter acquéreur du bâtiment et d'en assumer la remise en état. L'association n'était pas restée inactive et dispose aujourd'hui des différents financements publics, à l'exception d'un silence de la part de la commune sur une demande de participation à hauteur de 15% de l'investissement via la SEMNA, comme vous l'aviez fait pour l'investisseur ESS Éthique du Château, et plus récemment encore, comme vous avez aidé la régie de quartier de Nanterre dans l'acquisition de l'ancienne poste du quartier Berthelot. Concernant le locataire maintenant, le Cercle Ressourcerie, locataire commercial considéré en statut précaire depuis 2014, a été amené en 2018 à formuler devant les tribunaux la reconnaissance d'un bail commercial devenu de fait pérenne après 4 années, avec pour corollaire une demande de maintien dans les lieux suite à la décision du propriétaire de rompre le bail consenti alors qu'elle souhaitait se porter acquéreur du bâti. À ce jour, le tribunal n'a pas encore statué. Dans cette attente, les administrateurs du Cercle Ressourcerie sont dans l'impossibilité de rouvrir leurs locaux, on le sait tous, dans la mesure où des travaux confortatifs indispensables à l'accueil des salariés dans le respect du droit des travail ne peuvent être aujourd'hui financièrement engagés. Monsieur le maire, au moment où vous lancez le Conseil citoyen de la transition écologique, et donc signifier aux Nantériens votre préoccupation d'accélérer la mise en œuvre d'une politique à hauteur des menaces climatiques et de perte de biodiversité, n'est-il pas temps de sortir de cette situation absurde par le haut, en acceptant la pérennisation de la ressourcerie sur le même lieu et en cofinançant ce projet éminemment écologique et social grâce à la SEMNA? Ce serait la marque la plus tangible que vos actes suivent les discours au service de la commune et de tous les habitants, dont je rappelle ici le fort attachement à cette ressourcerie, et ainsi que pour le propriétaire qui attend la résolution de cette affaire depuis 2014. Nous écoutons vos propositions. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Bedin, de me donner l'occasion, de répondre à cette problématique, ainsi de réitérer les engagements de la ville qui sont pas entamés, bien au contraire. Permettez-moi tout d'abord de relever quelques imprécisions dans votre question. Vous indiquez que la ressourcerie disposait aujourd'hui de différents financements publics lui permettant de racheter elle-même le bâtiment et n'attendait que l'implication de la ville. La ressourcerie nous a effectivement présenté il y a 1 an une ébauche de plan de financement qui n'est pas recevable en l'état, que nous tenons à votre disposition d'ailleurs. Tout d'abord, il repose en grande partie sur un soutien financier de la ville via le fonds d'investissement métropolitain à hauteur d'1 million d'euros et une subvention de la SEMNA de 600 000 euros, en plus de sa participation au capital de la SCI à 15%, comme nous sommes engagés. Or, les projets d'investissement immobilier portés par des organisations privées dont les associations et les SCI ne sont pas éligibles au fonds d'investissement métropolitain. D'autre part, la SEMNA n'a pas vocation à subventionner des associations. Par ailleurs, les investisseurs qui étaient pressentis se sont retirés des projets et
aucune lettre d'engagement des organismes de financement n'a été communiquée par la ressourcerie à la ville. Enfin, malgré plusieurs renonces, l'association n'a jamais pu présenter un bilan prévisionnel d'exploitation de la SCI permettant à la SEMNA de la soumettre au vote de son conseil d'administration. La ville n'a pas les moyens de racheter le bâtiment et de financer les travaux nécessaires évalués à plus de 4 millions d'euros. C'est un investissement conséquent qui ne figurait pas dans notre programme. Pour évoquer par ailleurs la décision des propriétaires de rompre le bail consenti, pour être exact, il s'agit non pas d'un bail, mais une convention d'occupation précaire qui est arrivée à échéance depuis longtemps. La différence n'est pas que sémantique. Elle est surtout financière. Les indemnités d'occupation versées par la ressourcerie étant 3 à 4 fois inférieures à celles qu'il devrait payer si elle était tenue par un bail commercial classique. Une différence suffisamment importante aux yeux de l'établissement public foncier d'Île-de-France, sollicité par la ville pour assurer le portage financier de l'opération. Cet établissement a bien accepté de ce portage sollicité par la ville, à condition que l'association retire la procédure de requalification du bail. En effet, même l'établissement public ne peut pas se porter acquéreur d'un bien sur lequel il y a une procédure en cours. On en est là aujourd'hui concernant le bâtiment Crozatier. De notre côté, nous avons toujours respecté la totalité de nos engagements, même si nous considérons que le maintien de la ressourcerie dans ce bâtiment n'est pas un impératif qui devrait se faire quoi qu'il en coûte. C'est pourquoi nous avons exploré d'autres pistes qui ont été présentées aux responsables de la ressourcerie en juin dernier. Il est dommage qu'en sollicitant votre interpellation, il est omis de vous en parler. Il s'agit pourtant d'un beau projet, puisque nous proposons d'intégrer la ressourcerie dans un pôle intergénérationnel rue Henri Barbus, mixant des logements, dont certains pour seniors, une crèche, un restaurant, des espaces verts et un local de 500 m² pour la ressourcerie, avec une belle vitrine sur la rue telle qu'il l'a demandé. La ville et la SEMNA, qui sera propriétaire du local, se sont engagés à proposer des conditions locatives modérées pour garantir l'équilibre économique de la structure, à l'instar de ce que nous avons fait avec d'autres structures de l'ESS que vous citez dans votre question. Dès la signature de la vente en état futur d'achèvement par la SEMNA, ces engagements seront contractualisés dans un protocole entre la SEMNA et l'association. Ce protocole devra prévoir le retrait de la procédure de requalification en bail commercial, enfin, afin de permettre à l'IFPIP de finaliser l'acquisition du local actuel dans lequel la ressourcerie pourra rester jusqu'à la livraison de ces nouveaux locaux prévus pour courant 2024. Par ailleurs, la ville a été alertée par les salariés de l'association et les partenaires institutionnels dans les services de la Directe et le département des Hauts-de-Seine concernant le non-respect par la direction de la ressourcerie des dispositions réglementaires qui s'appliquent à l'encadrement des personnels en insertion. C'est pour le moins regrettable. Je rappelle que l'objet premier d'une structure de l'insertion par l'activité économique consiste à accompagner les salariés en insertion vers des contrats d'érable ou des formations qualifiantes ou diplômantes. L'absence de bonnes conditions d'insertion doit également vous interroger ou inquiéter, au même titre que la question immobilière. Je vous remercie. Cet été, une vague de cambriolage a de nouveau ravagé certains quartiers de notre ville, dont particulièrement celui du Mont-Valérien.
Et malheureusement pour nous, cette vague ne s'est pas arrêtée début septembre, puisqu'elle continue actuellement. Les cambrioleurs n'essaient même plus de se cacher. Ils procèdent dorénavant en pleine journée au regard de tous. Le quotidien de nos concitoyens est donc désormais soumis à la pression de cette insécurité latente, alors que ces criminels agissent en toute impunité, qu'ils repèrent à l'aide de photos en pleine journée leurs prochains casses, que les habitations sont dévalisées, le choc des victimes se transforme progressivement en un emportement collectif. Peur de partir au travail en abandonnant son bien, peur de rentrer chez soi et de tomber sur des voleurs armés, voire même peur de dîner en ville en laissant ses enfants à la maison. Craignant de nouvelles récidives, voyant qu'aucune lutte active ne se met en place pour améliorer et préserver ce bien-vivre ensemble dont on parle tous, certains ont décidé de s'équiper eux-mêmes en caméras de sécurité. Franchement, est-ce que c'est le rôle des Nantériens que d'assurer d'eux-mêmes leur propre sécurité? Que ce soit en ville ou dans les quartiers, nous ne comptons plus les rodéos et les vols à l'arraché. En témoigne la nuit du 16 septembre où un père s'est fait dérober sa voiture en plein repas de famille dans un restaurant rue des Hautes-Prairies. Voiture retrouvée par la police nationale dans un état lamentable, saccagé, avec de multiples accrochages et avec même, je crois, à bord un des voleurs fortement alcoolisés. Monsieur le maire, vous vous êtes engagé dans votre programme à créer une brigade de lutte et un observatoire de suivi des engagements dans la lutte contre les incivilités. Vous souhaitez également, on en a parlé ensemble, si on en croit ce que vous nous avez dit, faire évoluer le conseil local de sécurité et de prévention, donc le CSPD, de la délinquance, pour maximiser la participation des habitants à ces travaux. Ma question est donc simple et comporte plusieurs aspects. Vos engagements sont-ils toujours d'actualité sur ces questions? Que comptez-vous faire pour assurer l'intégrité de nos citoyens, concitoyens? Outre vos engagements, ne serait-il pas sage de songer, comme nous le proposons dans notre programme, à soutenir des dispositifs citoyens tels que les voisins vigilants, à réfléchir à la mise en place d'opérations Tranquillité Vacances et à constituer, on revient là-dessus, une vraie police municipale de proximité pour lutter contre ces incivilités. Je vous remercie. La problématique des cambriolages et des rodéos est bien réelle, à Nanterre comme dans de nombreuses villes. On ne peut pourtant qualifier les auteurs de criminels, les faits leur étant reprochés appartenant à la catégorie des délits. Nous avons récemment échangé au sujet des cambriolages avec le commissaire divisionnaire de Nanterre à l'occasion de nos nombreuses rencontres en présence de Monsieur le maire. Il s'avère que ce sujet qui touche toutes les villes du département du 92 et bien ailleurs est pris en compte très sérieusement par les forces de l'ordre. Depuis début juillet, la police nationale a recensé 80 débuts de plainte pour vol par effraction dans les habitations, dont 25 pour le quartier du Mont-Valérien. Ce phénomène fait l'objet d'un traitement particulier et attentif par le commissariat. La lutte contre ces effets est bien réelle et effective puisque de nombreuses opérations anti-cambriolage sont réalisées avec l'appui des unités départementales, que ce soit la BAC ou les compagnies de sécurisation et d'intervention. La présence des policiers sur la voie publique est renforcée sur les secteurs ciblés, parmi lesquels se trouve le Mont-Valérien et aux heures où sont commis des cambriolages pour des actions préventives, voire répressives. Sur le plan judiciaire, le traitement des enquêtes avec le relevé des traces et indices systématiques sur la place par la police technique et scientifique permet dans bien des cas, d'identifier les auteurs. Parallèlement, une surveillance de lieux servenant à entreposer des objets recelés est assurée pour interpeller les contravenants. C'est ainsi que les équipes locales de la BAC et de la brigade de territoire de contact interviennent rapidement et systématiquement dès qu'un cambriolage en cours est signalé, permettant d'interpeller les auteurs en flagrant délit. Pour reprendre juste un exemple très récent, dans la semaine du 20 septembre, la police nationale a interpellé 2 auteurs d'un cambriolage en flagrant délit dans un pavillon de Nanterre, dont un mineur. Dans un mineur. Après enquête, ces 2 individus ont été déférés au parquet et le majeur a été condamné à 6 mois de prison ferme. La réponse judiciaire est donc effective. Quant à nos engagements de mandat relatifs à la création d'un observatoire, comme vous l'indiquez vous-même, ce dernier porte sur le suivi des incivilités qui, selon la définition, concernent des comportements contraires à la civilité. Les cambriolages, rodéos et vols à l'arraché ne rentrent naturellement pas dans cette catégorie puisqu'ils relèvent de la catégorie des infractions et des délits.
Concernant l'engagement municipal qui consiste à intégrer des habitants au travail de coordination et de suivi du bilan du CLSPD, il sera prochainement mis en œuvre dès lors que le nouveau CLSPD en cours d'élaboration aura été signé par les partenaires concernés d'ici début de l'année 2022. D'ailleurs, peut-être que je vais proposer une modification législative pour que les commissaires de police puissent siéger dans les conseils municipaux comme le préfet de police de Paris siège au Conseil de Paris, parce que, évidemment, de se préoccuper de ces cambriolages est tout à fait évident. Les ramener à des délits et à des incivilités pour essayer de faire rentrer l'idée que c'est la ville de Nanterre qui en est responsable ou ne ferait pas ce qu'il faut n'est absolument pas acceptable. D'ailleurs, si on veut aller ensemble au conseil municipal de Rueil ou au conseil municipal de Suresnes, au conseil municipal de Neuilly, vous verrez que la question des cambriolages se pose avec parfois même plus d'ampleur dans ces villes qu'elle se pose à Nanterre. Donc moi, ça ne me gêne pas que vous nous interrogiez à chaque fois sur ce que fait la police nationale, mais peut-être ça serait mieux qu'effectivement on invite le commissaire à être siégé au conseil municipal, comme ça il vous répondrait directement. Et l'avantage du CLSPD, c'est que vous l'aurez en face de lui, en face de vous, comme ça vous pourrez lui dire qu'éventuellement il ne fait pas correctement son travail. Madame Fogas. Nombreux sont les habitants de notre ville à m'interpeller, à nous interpeller, à vous interpeller sur leur ras-le-bol de voir leur hall d'immeuble squatté en permanence avec tous les aléas qui en découlent. Agressivité, saleté, sentiment d'insécurité, trafic en tout genre, dégradation. À partir du mois d'octobre, 2 nouvelles amendes forfaitaires délictuelles, AFD, vont être expérimentées dans plusieurs villes de France, dont Rennes. Cette annonce a été faite par le procureur de la République de la ville, Philippe Astruc. La mise en œuvre de cette mesure de simplification de la procédure pénale a reposé sur une collaboration interministérielle forte entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. La première expérimentation concerne l'occupation illicite d'une partie commune d'immeubles collectifs et vise des personnes qui occupent les espaces communs à plusieurs et empêchent délibérément l'accès ou la libre circulation de personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, porte coupe-feu, extincteurs, système de désenfumage. Son montant est fixé à 200 €, minoré à 150 € et majoré à 450 selon les délais dans lesquels le contrevenant la verse. Bien évidemment, il s'agira de convaincre le préfet et le commissaire de police. Mais monsieur le maire, vous avez entre vos mains la possibilité de restaurer la tranquillité, la qualité de vie et le vivre ensemble à Nanterre. Est-ce que je peux compter sur votre soutien pour mettre en place à Nanterre cette amende forfaitaire délictuelle pour l'occupation illicite de parties communes d'immeubles collectifs ? Madame Fogas, chers collègues, l'amende forfaitaire délictuelle vient effectivement d'être mise en place à titre expérimental dans 6 juridictions, Marseille, Lille, Créteil, Reims, Rennes et Foix. Le département de Hauts-de-Seine n'est pas actuellement concerné. Pour être tout à fait complète, ce dispositif concerne aussi bien l'occupation illicite d'une partie commune d'immeubles collectifs que l'installation illicite sur le terrain d'autrui. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il ne sera pas nécessaire de convaincre le commissaire de police sur ce sujet, puisque lui-même l'a abordé lors de notre dernier point régulier avec monsieur le maire, alors que les juridictions concernées n'étaient même pas encore annoncées officiellement. Opérationnelle dans les juridictions concernées à partir du 18 octobre 2021, l'amende forfaitaire pourrait être généralisée au niveau national au premier trimestre 2022 sur décision des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Dès que ce sera le cas, nous n'avons aucun doute sur la capacité des services de police de se saisir de cette opportunité avec bien évidemment notre soutien. S'il s'agit d'une réponse qui peut effectivement s'avérer intéressante, notons tout de même sa limite, puisqu'elle ne peut pas s'appliquer à l'encontre d'une personne solvable, ce qui n'est bien évidemment bien le cas de mise en cause. Merci beaucoup.